Bonjour à tous, je suis Fanny Demullier de la Fondation Veolia et j'ai le plaisir d'ouvrir cette 15e conférence d'EC à la recyclerie. Donc c'est tout d'abord un grand merci à tous pour votre présence parmi nous, vous êtes nombreux, on est ravis. Peut-être un petit test d'abord, est-ce que certains ont déjà assisté à une conférence d'EC ici à la recyclerie? Bon, quelques-uns. Et est-ce que vous avez déjà assisté à des événements sur l'économie circulaire? Enfin, est-ce que vous savez déjà pas mal de choses sur l'économie? Qui sait des choses sur l'économie circulaire? Ou est-ce que vous êtes complètement... Bon, d'accord. C'est pour tester un peu pour nos intervenants le niveau de connaissance. Donc, merci pour votre intérêt. C'est un sujet qui nous tient énormément à cœur. Les enjeux environnementaux sont immenses, qu'il s'agisse de climat, qu'il s'agisse de biodiversité, qu'il s'agisse de préservation des ressources, de pollution. Tous ces enjeux, ils sont intrinsèquement liés et il faut qu'à tous les niveaux, on se mobilise pour agir. Donc on s'informe et qu'on agisse. Donc on est ici pour partager ces sujets avec vous. Ces conférences, elles sont proposées à la recyclerie parce qu'on est très fiers de ceux dont on est partenaire. Il incarne véritablement les valeurs de l'économie circulaire, dans la manière dont il a été conçu, dans la manière dont il fonctionne et par la programmation qu'il propose. Et ces conférences s'inscrivent au cœur de cette programmation. Donc on vous invite à le visiter si vous avez le temps aujourd'hui ou une autre fois, mais aussi à aller voir toutes les infos sur le site de la recyclerie. L'économie circulaire, c'est vraiment une réponse à ces enjeux qui va permettre de préserver les ressources, de les renouveler, de limiter les pollutions, mais surtout de connecter l'ensemble des acteurs d'un territoire pour créer des boucles locales et réinventer cette économie qui s'essouffle et ces ressources qui s'épuisent. Pour vous en parler, on va peut-être passer au slide suivant. On a un cycle de 4 conférences. C'est la première conférence du cycle 2019. C'est la 4e année qu'on propose ce cycle, donc tous les contenus, j'y reviendrai, sont disponibles par ailleurs. On a souhaité d'abord poser le sujet de repenser notre modèle économique, tout l'enjeu de l'économie circulaire, pour vraiment en profondeur expliquer comment il faut réinventer nos modes de production, mais aussi nos modes de consommation et engager le maximum d'acteurs sur le sujet. En mai prochain, on vous parlera de réduction de cette consommation, de ces ressources qui s'épuisent et de ces comportements qui doivent vraiment profondément changer. En septembre, on parlera de réparation. L'idée, c'est vraiment de redonner de la valeur à la consommation, de sortir du linéaire, de passer dans le circulaire, de valoriser, recycler et d'inventer de nouveaux modes de consommation. Et enfin, en novembre, on clôturera le cycle de l'année en parlant de recyclage. Évidemment, c'est au cœur de l'économie circulaire et comment agir ensemble pour aller vers cette transition indispensable. Pour vous parler de ces sujets, la Fondation Veolia a souhaité réunir des partenaires et on a un parrain prestigieux qui est Dominique Bourg, qui est avec nous ce soir, qui est le parrain du cycle 2C depuis plusieurs années, qui est un philosophe, qui est aussi enseignant à l'Université de Lausanne. Il vient de Lausanne exprès pour nous aujourd'hui et il va partager sa très riche et intéressante expérience sur le sujet. Et merci encore Dominique d'être présent avec nous ce soir. On a aussi l'Institut national de l'économie circulaire qui soutient et qui participe activement à ce cycle de conférences. Et c'est Marlene Weber, ici ce soir, qui le représente et qui parlera du cadre politique, du cadre réglementaire pour mettre en mouvement tous ces acteurs et ces complexes et impulser cette transition et cette nouvelle économie. Et on aura le témoignage d'Amélie Rouvin, qui est responsable de l'engagement économie circulaire au sein de Veolia et qui sera là pour témoigner du point de vue d'un industriel sur des solutions et les contextes de la mise en œuvre de ces solutions pour montrer un peu les rouages et les opportunités, les difficultés de mise en œuvre de ces solutions. Donc merci à tous ces intervenants. Et merci aussi à Climate. La Fondation a souhaité confier ces conférences qui sont destinées aux jeunes, parce que vous êtes des citoyens, mais vous êtes aussi les acteurs économiques de demain. Et pour parler aux jeunes, on a souhaité que ce soit une association de jeunes qui se mobilise, et c'est Climate qui le fait tous les jours sur le sujet du climat, mais plus largement sur l'environnement, et qui va animer cette conférence. Donc je vais lui passer la parole dans 2 minutes. C'est Alice Dominique qui animera donc cette conférence et qui est directrice de la communication de Climate, et qui anime cette conférence pour la première fois. Peut-être avant de lui passer la parole, vous précisez que la conférence va durer une grosse heure, 1h15, qu'elle aura lieu elle va se dérouler en 2 temps. Un premier temps où
Nos experts, de manière assez succincte, vont vous exposer les grands enjeux du sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, une large place laissée aux questions. On est là pour débattre, pour répondre à vos questions. Donc, merci dès à présent d'y réfléchir et de les préparer parce que ça enrichira cette conférence. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc, Alice, je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Donc, je m'appelle Alice, je fais partie du réseau Climate. Nous sommes une association donc, créée à l'international par les jeunes et pour les jeunes. Donc, on a 4 branches. On en a une Climate Mali, Climate Autriche, Climate Indonésie et Climate Népal. Donc on est basé un petit peu partout à l'international et nous sommes donc un laboratoire d'idées et d'actions. Et nous cherchons à outiller les jeunes afin qu'ils trouvent des solutions innovantes pour tenter de résoudre le changement climatique. Donc comment nous procédons? Nous avons différents projets à l'intérieur de notre association qui sont répartis en 3 branches. La branche recherche, la branche mobilisation et la branche plaidoyer. Pour vous donner quelques exemples, parmi nos projets de recherche, nous avons le projet Youth on the Move, qui réalise une web-série documentaire sur les réfugiés climatiques. Dans notre branche mobilisation, nous avons un projet qui s'appelle COP in My City, qui organise des négociations climatiques dans les établissements scolaires, afin de sensibiliser les jeunes au processus au COP, au processus de négociation climatique. Et dans le pôle plaidoyer, nous avons par exemple un projet qui s'appelle Notre Constitution écologique et qui propose une réforme de la Constitution afin d'inclure les principes écologiques et solidaires dans la Constitution. Donc voilà Climate en quelques mots. Vous avez sans doute vu en vous asseyant qu'il y avait des post-it donc, sur vos chaises. Donc, je vous invite à écrire un ou tout au plus 2 mots qui, pour vous, évoquent l'économie circulaire, puisque ces conférences sont dédiées au thème de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, donc, le thème en particulier, c'est repenser notre modèle économique. Donc, s'il y a un mot en particulier ou 2 mots tout au plus, pas une phrase qui vous vient à l'esprit, je vous invite à l'écrire sur ce post-it. Nous les ramasserons après. Et pour faciliter votre réflexion, j'invite donc Mélodie à venir nous faire un petit intermède musical. Vous pouvez la retrouver sur son Instagram, Rémi-Mélodie. Elle vous reprécisera ça peut-être après. Merci beaucoup. Merci. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. L'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Les routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps, 3 mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. C'est rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as qu'un, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'arbre, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires.
pas mourir de rire. C'est rien de le dire, car demain tant pire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est tous esclaves, quelque part assassins et si bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqués, 100% misérable. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli, je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Je vais pas mourir de rire. C'est demain que tout empire. C'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Et ça c'est rien de le dire. Merci. Merci beaucoup Mélodie. Donc si ça vous a plu, vous pouvez la retrouver donc sur son compte Instagram Remi-Mélodie IE à la fin. Voilà pour ses prochains concerts. Merci beaucoup. Donc je vais maintenant laisser la parole à Dominique Bourg. Donc on l'a déjà présenté, mais voilà, c'est le parrain du cycle de conférences, philosophe et professeur à l'Université des géosciences et de l'environnement de Lausanne. Donc merci beaucoup de vous être déplacé et je vous laisse la parole. Merci. Merci. Moi, je vous propose de faire un peu une revue des problèmes et puis de terminer un petit peu sur le défi économique auquel on est confronté. Ce qui me semble important, c'est de vous rappeler un petit peu l'historique des choses. Années 90, début des années 2000, évidemment on parle de climat, vous le savez, le GIEC est constitué, il remet ses rapports, mais on est persuadé qu'on a affaire à un problème transitoire. On imagine que la durée dans l'atmosphère de l'accumulation du CO2, alors on peut carrément mettre la fin, toute la fin, les donuts là, c'est bon, merci beaucoup. Et on est persuadé que ça va durer un siècle et demi. On est quasi persuadé qu'on n'ira pas très loin en termes d'élévation de la température moyenne sur Terre. Et on est persuadé que nos techniques vont nous aider à sortir de l'impasse. Et en fait, tout est faux. Et ça, on s'en rend compte durant, disons, la première décennie de ce siècle. La première chose qu'on commence à comprendre durant cette décennie, et ça change complètement le problème, c'est qu'en fait, la durée du CO2 qu'on accumule dans l'atmosphère, c'est pas un siècle et demi, c'est de façon stable des siècles, mais dans 10 000 ans, vous aurez encore 35% de ce qu'on aura introduit jusque, probablement, on peut l'espérer en tout cas, vers le milieu de ce siècle ou un petit peu après. Et en fait, si on stabilise nos émissions vers le milieu du siècle, ce n'est qu'au siècle suivant qu'on atteindra une certaine forme de température plus élevée que celle qu'on connaîtra à la fin de ce siècle, et ça va se stabiliser pour plusieurs millénaires. Donc en d'autres termes, le changement climatique, ce n'est pas un passage, c'est l'entrée dans un monde différent et pour une durée très longue. Ça change tout. Je n'ai pas tellement le temps d'en parler ce soir, mais les possibilités de nos techniques, en fait, elles sont relativement limitées. Alors, vous l'avez vu, ce dont je vous parlais, c'était les années 90, on est 30 ans après, et vous savez que chaque année, on se prend 2% de concentration de gaz à effet de serre en plus. Donc ça, c'est sur le plan du climat. Et ce qui a changé, je dirais, en 2018, c'est que pour la première fois, on a eu des vagues de chaleur et des vagues de sécheresse dans tout l'hémisphère nord, avec en fait des records de chaleur, par exemple, qu'on n'avait pas du tout en 2003. En 2003, effectivement, la moyenne était élevée, mais chaque fois, localement, quand on vous disait on a atteint tel seuil de température, on trouvait toujours un précédent historique. Et donc, 2018, c'est l'année où, à la limite, dans tout l'hémisphère nord, et même on l'a vu encore pour l'été austral en Australie, où tout le monde a pu toucher du doigt
le fait qu'effectivement le climat change et qu'il va changer plus rapidement. Donc là, ça commence vraiment à changer la donne et c'est pourquoi vous avez depuis l'automne des seuils de mobilisation climatique qui sont très élevés, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaissait autrefois. Moi, le nombre de manifestations où j'ai pu aller, où on était, alors c'est la Suisse, vous me direz, on était quelques dizaines, parfois quelques centaines, ça n'a plus rien à voir. Hein, on est passé à autre chose. Et alors, je dirais que depuis 2012, avec une série d'études, et dont certaines sont très très récentes, même la dernière année, eh bien, on prend aussi conscience, comme on l'a fait pour le climat, on prend conscience que les choses sont allées beaucoup plus vite que ce à quoi on s'attendait en matière de vivant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est même affolant, c'est-à-dire qu'on voit autour de nous un effondrement du vivant, notamment là où les choses sont les plus sensibles, mais ce n'est pas que ça, mais c'est très très important, c'est sur le plan des insectes. Hein. Vous savez, il y avait une étude qui était parue il y a un an qui nous disait que dans X régions d'Allemagne, c'est pas qu'une région, il y avait beaucoup de points d'observation. En 27 ans, c'était entre 75 et 82% des insectes volants qui avaient disparu. Là, vous avez une nouvelle étude qui est sortie. C'est pas l'Allemagne, c'est le monde entier. C'est tous les insectes, pas seulement les insectes volants. Et en fait, cette étude, elle est très très fiable parce qu'elle s'est appuyée sur 73 points d'observation sur Terre où on a des données statistiques concernant les insectes depuis des décennies. Et là, le résultat de cette étude, elle était publiée dans Science Direct il y a une dizaine de jours, eh bien, c'est que 41% des espèces d'insectes connaissent un déclin très accéléré, à savoir une perte de leurs effectifs de 2,5% par an. Donc, en quelques décennies, ces populations disparaissent. Alors, et pour les vertébrés, dont les oiseaux, etc., il y a la grosse étude de Ceballos qui était parue il y a 1 an et demi. C'est pareil, on voit aussi, c'est moins spectaculaire que pour les insectes, on voit aussi par exemple que des espèces, si vous voulez, non spécialisées dans une niche, hein, donc avec des capacités d'adaptation plus larges, ont aussi des pertes extrêmement importantes. Et ça, c'est une prise de conscience très récente. Et j'insiste là-dessus parce qu'on met toujours en avant le climat. Bien sûr, on a raison de mettre en avant le climat, mais le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales d'épanouissement d'un certain type d'espèces sur Terre. Donc si le vivant s'effondre, à quoi bon climat, j'ai presque envie de dire. Et donc quand parfois, pour certaines solutions pour le climat, on va accroître encore la fragilisation du vivant, c'est pas très intelligent. Si vous regardez du côté des émissions négatives, s'il y a des questions, je pourrais revenir, on peut être inquiet de ce côté-là. À ça, évidemment, s'ajoute le fait que là aussi, on commence à toucher du doigt la finitude d'un certain nombre de ressources. Donc, en fait, c'est un peu comme si les choses s'étaient accélérées et d'un seul coup, tout bascule. On n'est pas très intelligents, les êtres humains. On a fait beaucoup de bêtises depuis qu'on est sur Terre. Et là, il faut qu'on arrive vraiment au pied du mur pour en fait se rendre compte que si on continue comme on continue, alors ça, je peux vous assurer, c'est le drame assuré. Et c'est, on pourrait revenir, du type de catastrophe auquel on ne pourra pas faire face. Je vous en donne un simple petit exemple. Je vous donnerai 2 exemples. La chose la plus tendue aujourd'hui, c'est, on sait qu'avec à la fois le changement climatique et à la fois l'effondrement du vivant, ce qui va, disons, être affecté très puissamment, c'est nos capacités à produire de la nourriture sur Terre. La semaine dernière, vous avez un gros rapport de la FAO qui tire le signal d'alarme, notamment effectivement à la fois, si vous voulez, notamment les insectes, mais pas seulement, mais toutes les espèces qui accompagnent et qui permettent à l'agriculture d'exister, connaissent un effondrement. Donc voilà, on est dans cette situation qui est vraiment une situation gravissime. Et donc effectivement, dans cette situation gravissime, on ne va pas prendre des demi-mesures. Alors de manière générale, quand on parle d'économie circulaire, on va essentiellement viser les aspects flux de matière. Avec au bout du compte, alors on réutilise, on réemploie, etc. Puis au bout du compte, on recycle. Alors déjà, je vous dis tout de suite, recycler c'est sympa, mais si vous avez un taux de croissance dans une économie qui dépasse 1%, ce que vous allez recycler, c'est peanuts. C'est facile à comprendre. Quand vous recyclez une matière, elle est rentrée dans l'économie 20, 30, 40, 15 ans, 40 ans parfois avant.
Et donc, si vous avez un taux de croissance qui se situe autour de 2% ou 3%, ben effectivement, en fait, quand vous allez réintroduire dans le circuit économique la matière que vous avez recyclée, son niveau de consommation a complètement changé. Et donc, ce que vous allez réintroduire, c'est peanuts. C'est une toute petite partie de ce qu'on consomme au moment où vous le réintroduisez. Donc, si vous n'arrivez pas à contrôler ce qui rentre dans le système économique, le recyclage, ça ne sert à rien. Par exemple, on a beaucoup recyclé de fer pendant le XXe siècle, et en fait, par rapport à tout ce qu'on a consommé, le pourcentage qu'on a épargné sur un siècle, c'est 5%. 5%. Parce qu'on a eu des taux de croissance, évidemment, très importants. Surtout après-guerre. Déjà à partir des années 20 pour les États-Unis. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est en quelque sorte le défi qui est posé à nos économies. On a conçu nos économies comme un système totalement indépendant de la nature. Si vous avez étudié l'économie néoclassique, eh bien, il n'y a pas de problème. On peut substituer au capital naturel qu'on détruit petit à petit, en permanence, du capital reproductible, des techniques. C'est du flan, ça n'a jamais existé. Quand on substitue une technique à une autre, c'est tout simplement pour aller exploiter une partie du capital naturel qu'on ne savait pas exploiter avant. Il n'y a aucune substitution réelle de ressources. Donc on détruit non seulement nos ressources, mais les équilibres, évidemment, sur Terre. Donc voilà, on est dans une situation qui est quand même extrêmement particulière, et par rapport à ça, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va devoir faire en quelque sorte des efforts par étage, si vous voulez. Si vous prenez par exemple ce que nous demande le GIEC, tel que vous l'avez vu dans le rapport SR15, le dernier rapport sur les 1,5 degrés, on ne va pas pérorer sur les 1,5 degrés, bon, on s'en fiche, mais en tout cas, grosso modo, pourcentage peut osciller, mais il va osciller autour de la moitié. Grosso modo, il faudrait d'ici à 2030, réduire à l'échelle mondiale, donc ça serait plus pour un pays comme la France, réduire à l'échelle mondiale les émissions de gaz à effet de serre par 2. Alors, si vous pensez que vous... Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais on aurait tout intérêt à le faire, mais si vous pensez qu'on va le faire avec des techniques, alors là, vous êtes d'une naïveté confondante. Premièrement, pourquoi? Eh bien parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'énergie primaire qu'on consomme au monde, par an, 81% et quelques pouillèmes viennent des ressources fossiles. Vous avez 2% qui vient du renouvelable à l'échelle mondiale, quelques pourcents qui viennent du nucléaire, le reste c'est l'hydroélectricité et la biomasse. Donc on a 80% d'hautement carboné, c'est moins qu'on puisse dire puisque c'est du carbone. Et donc, imaginez que dans 10 ans, on va peut-être réussir à réduire de 10%. Je rappelle que depuis des décennies, on est à ces 80%. Et je rappelle que ça fait depuis le début des années 90 qu'on parle de climat. En fait, le pourcentage de nos énergies fossiles n'a pas changé. Depuis qu'on parle de climat, il n'a pas changé d'un iota. OK ? Donc, l'effort va vraiment, dans un premier temps, va complètement porter sur nos modes de vie. Alors vous avez, je ne l'ai pas repris là, mais vous avez un document qui a été fait par un petit labo français, qui a été rendu public par le site Novetic, vous pouvez le voir. On voit ce qu'il faudrait faire en termes de mobilité, en termes d'alimentation, en termes d'habillement, en termes d'habitat. Ce n'est pas des petites mesures. Interdiction tout de suite de l'achat d'une voiture particulière. Bon, voilà, je vous donne que celle-là, ça vous donne un peu le ton. Et effectivement, si vous êtes soucieux du climat, ben, vous n'avez pas tellement de choix. C'est ce qu'il faudrait faire. Alors maintenant, après, évidemment, sur le temps plus long, il y a un certain nombre d'infrastructures qu'on peut changer. Mais la difficulté, c'est que le premier effort, durant les 10 premières années, il va reposer essentiellement sur les questions de mode de vie. Et en même temps, vous le comprenez bien, si on faisait ce qui est dans ce papier, c'est une déstabilisation totale du système économique. Il faut bien avoir ça en tête. Alors, on peut peut-être passer à mes donuts, c'est tout à la fin. Vraiment, c'est la dernière image. Voilà, hop. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permet de vraiment bien comprendre qu'en fait, sur la durée, on peut s'en sortir. Là, en bleu, vous avez, et on pourra y revenir et critiquer, là, vous avez les 11 besoins sociaux qui sont en gros tirés indirectement un peu des indicateurs ONU.
et notamment des SDGs, des ODD, des objectifs du développement durable. Et puis là, ça donc c'est l'aspect social. Quand il n'y a pas de blanc, c'est qu'on a satisfait tous ces besoins sociaux. Et puis ensuite, là, le vert, jusqu'ici, ici, le vert foncé, c'est le cercle des limites planétaires. C'est-à-dire, on l'a largement dépassé, mais c'est le cercle qu'il n'aurait jamais fallu dépasser. En le dépassant, on s'assure maintenant d'avoir des conditions de vie sur Terre qui vont être dégradées. Je ne vous ai pas donné l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure, mais par exemple, avec une élévation de la température moyenne sur Terre de 3,7, 3 degrés 7 dixièmes, eh bien, il y a une grande partie du sud de l'Arabie jusqu'à une partie de l'Inde et de la Chine où vous auriez une accumulation de chaleur et d'humidité qui sature les capacités de régulation du corps humain. Et donc, c'est des régions où on ne pourrait pas vivre dans la période chaude. Donc, on n'y vivrait plus. On ne va pas faire déménager des milliards de personnes tous les ans. Donc, quand on vous dit que l'enjeu de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la dégradation des conditions d'habitabilité de la Terre, prenez-les au pied de la lettre. Ça n'est pas une métaphore. Ça n'est pas une image. Alors là, regardez, vous avez le Sri Lanka. Là, vous avez les États-Unis. On ne satisfait même pas tous les besoins sociaux et on explose les limites planétaires. Alors en fait, c'est un mélange de limites planétaires et d'empreintes écologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthodologie. Mais en fait, il faudrait refaire ce schéma avec une autre façon d'aborder les besoins sociaux. On a les capabilités à Amartya Sen, Martha Nussbaum. On a les 9 besoins fondamentaux à la Max Neef. C'est plutôt à partir de là qu'il faudrait raisonner. Parce qu'en fait, dans cette satisfaction de besoins sociaux, on confond les besoins sociaux avec un consumérisme relativement étroit. Effectivement, si vous voulez avoir 4 par foyer, 15 tablettes, 10 iPhones, 3 immenses frigos, c'est sûr que vous êtes à gauche, c'est les États-Unis. À droite, vous avez le Sri Lanka. Alors, je ne vous dis pas d'aller tous habiter au Sri Lanka, hein, mais vous avez le Sri Lanka. La plupart des besoins sociaux sont satisfaits, y compris l'accès à l'électricité. Et comme vous le voyez, on reste très loin des limites planétaires. Donc, en fait, si on regarde les choses avec un peu de distance, en prenant un petit peu de hauteur, j'ai fini dans 1 minute, hein, et si on prend un petit peu de hauteur, on voit très bien qu'on pourrait même satisfaire les besoins de 8 milliards de personnes sans excéder les limites planétaires, mais à une condition, de savoir renoncer à un consumérisme délirant. Si on ne renonce pas à ce consumérisme, de toute façon, c'est même pas la peine, ça ne peut en aucun cas marcher. Or, aujourd'hui, comme vous le savez, toutes les économies vont et encouragent ce consumérisme. Donc, voilà, vous avez compris la radicalité de la difficulté à laquelle on est confronté. Vous avez compris que pour s'en sortir, il faut prendre sur soi, mais qu'au bout du compte, on peut avoir un horizon de possibilités de satisfaction des besoins fondamentaux à l'échelle de la globalité de la Terre sans outrepasser ces limites. Mais maintenant, comme on les a outrepassées, c'est un temps très long avant que certaines choses ne reviennent. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais juste peut-être en profiter avant de... Avant de passer la parole à l'intervenante suivante, peut-être, je vais vous faire conclure en vous en rebondir sur un mot de votre choix. Je ne sais pas, celui qui vous parle le plus. Alors, j'ai pris celui-là. Partage, échange de savoir-faire. Je dirais même presque de savoir tout court. En fait, une des possibilités qu'on a de s'en tirer, si on est dans le schéma de droite, hein, bien, c'est par exemple de savoir, déjà, c'est pas un cerveau dans son coin qui va inventer la manière dont on va devoir vivre, ça n'a pas de sens. C'est nous, chacun de nous, sur nos territoires, qui allons le faire. On va tâtonner, on va chercher, c'est pas évident, on va devoir échanger. Et effectivement, il y aura des savoir-faire, mais pas que des savoir-faire. Il y aura des valeurs. Et je vous donne un exemple que je trouve très illustratif de ce qui pourrait advenir à l'avenir et qui est quand même plus sympa que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Hein, vous prenez par exemple la permaculture.
La permaculture, c'est Holmgren, donc je vous rappelle que l'invention de la permaculture, c'est un mémoire de master. Pour les étudiants, c'est pas mal. Hein. Inventer la permaculture dans son mémoire de master, c'est très, très chouette. Et donc, lui, Holmgren connaît très bien le savoir de l'écologie scientifique, mais c'est aussi un fan des aborigènes, des peuples premiers australiens. Il s'inspire des deux et il invente la permaculture. Et ça me paraît très significatif de ce qu'on peut faire, parce que la permaculture, c'est pas que le fait de se nourrir, c'est changer notre relation au milieu, c'est se reconnecter avec la terre, avec le vivant. Et ça, vous voyez, il est d'accord. Eh bien, ça, c'est vraiment ce qu'il faudrait arriver à faire et ce que certains savent déjà faire. Et ça, il va falloir qu'on le diffuse. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc je vais maintenant laisser la parole à Amélie Rouvin, qui est responsable de l'engagement économie circulaire de Veolia, et donc qui va nous parler des enjeux de la mise en œuvre donc de cette économie. Tu les passes ? Bonsoir à tous. Alors maintenant qu'on a vu les enjeux qui sont posés au monde sur la gestion des ressources, on va voir maintenant des cas concrets d'application de l'économie circulaire dans une société industrielle, parce que l'enjeu, il est bien là, il est d'embarquer le monde économique dans ce changement de modèle, ce changement de système. Et on pourra faire ce changement de paradigme uniquement que si on embarque l'ensemble des acteurs. Évidemment, les entreprises, que ce soit des PME, des grands groupes, les collectivités locales, les organisations publiques, l'État, nous, les citoyens, c'est vraiment tous les acteurs qui, ensemble, doivent faire cette étape, et ce, à tous les stades du cycle de production et de consommation. On va voir à travers des exemples pourquoi aujourd'hui on considère qu'il n'y a que 9% du monde qui est circulaire. Quelles sont les difficultés, les freins et puis les leviers. Il y aurait beaucoup à dire en fait sur le sujet de l'économie circulaire. On ne va pas pouvoir tout aborder ce soir. C'est pour ça que dans ce cycle de conférences qu'on propose ici depuis 4 ans, à chaque fois on aborde une thématique différente. Pendant les prochaines cette année, on va voir en particulier le recyclage par exemple, qui n'est qu'un pilier de l'économie circulaire. Malheureusement, souvent c'est réduit à ce pilier-là, mais vous le voyez ici, sur ces piliers de l'économie circulaire, que le recyclage n'est qu'une seule partie de la solution. Au centre de ce schéma de l'économie circulaire de l'ADEME, où on retrouve les piliers, se trouve le but, la finalité de l'économie circulaire, qui est la gestion efficace des ressources. Tout l'enjeu, il est là, c'est d'optimiser et de réduire notre consommation de ressources. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Et chez Veolia, on est dans ces enjeux-là de gestion de la ressource, puisqu'on gère des ressources eau, énergie, déchets. Et à travers ces 3 activités, en fait, on crée de plus en plus des synergies entre ces activités. Par exemple, quand on fournit l'eau potable pour les villes, une fois que nous, en tant que consommateurs, on utilise cette eau dans les toilettes, dans la salle de bain, ça part derrière dans le système d'assainissement, le réseau d'eau usée. Ça part en station d'épuration pour être traité et pour pouvoir être rejeté de manière propre au milieu naturel. Ces eaux usées, on peut les voir comme une pollution, mais on peut aussi les voir comme une ressource. Et ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on récupère la chaleur dégagée par les bactéries qui sont contenues dans ces eaux usées, qui en moyenne sont à 19 degrés à peu près. Cette chaleur, on la récupère et on peut alimenter ainsi en énergie à nouveau les villes à travers des centres aquatiques, des écoquartiers, dans une boucle vraiment locale d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'à partir de cette pollution qu'on considère maintenant comme une ressource locale pour un usage local. Donc une vraie boucle d'économie circulaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 métiers ont considérablement évolué ces dernières années. On est passé chez Veolia d'un opérateur de valorisation des déchets à un gestionnaire de la ressource optimisée et à un producteur de matières recyclées. Donc en fait,
chez nous, nos métiers sont considérablement en transformation depuis ces dernières années. Et on le voit, c'est le reflet aussi des enjeux de la société. On a parlé dans des précédentes conférences de ce cycle de technologies absolument incroyables. On est capable de produire du bioplastique à partir des eaux usées. Mais comme l'a dit Dominique, on n'est pas tant dans un enjeu technologique que dans un enjeu en fait, systémique et de comportement, de repenser complètement nos métiers. Et cet exemple des bioplastiques qu'on est capable de produire à partir des eaux usées, il n'est pas économiquement viable, pas aujourd'hui et pas dans les années à venir. Et tout l'enjeu de l'économie circulaire, il est là. Il est comment on rend viable économiquement les solutions plus vertueuses. Parce que c'est une hérésie que les matières recyclées coûtent plus cher que les matières vierges à partir de pétrole. Donc c'est comment on transforme ce modèle économique-là avec l'ensemble des acteurs. Je vais vous donner un exemple concret. On va partir sur le terrain dans une usine au Maroc. On traverse la Méditerranée. Un petit film de 2 minutes pour vous montrer voilà, qu'on voit ce que ça peut être concrètement, un exemple d'application de l'économie circulaire. Et on en reparle après. L'usine de Tanger, c'est une des plus grandes usines du groupe Renault, dans le top 3. Elle est bâtie sur un terrain de 300 hectares. 10% de cette surface est construite. Une main-d'œuvre importante aussi présente dans cette usine. 8700 personnes. Cette année, on se rapproche de 320 000 voitures produites. Ça veut dire qu'on a chaque minute une voiture qui sort des chaînes de Tanger. Et on exporte vers 74 pays différents. Le réchauffement climatique, c'est une donnée aujourd'hui qui est partagée pour tout le monde. Le Maroc, il a en plus une spécificité, c'est que c'est une région avec un stress hydrique important. Donc là, vous avez les deux conditions pour dire au Maroc, il faut avoir une usine qui soit complètement engagée dans la préservation de l'environnement. Ça passe par 2 caractéristiques clés. Elle est conçue pour être zéro émission CO2 et zéro rejet liquide. 100% de ces rejets sont recyclés. Et donc, rien n'est déversé dans l'environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier, de très spécifique au sein du groupe Renault, au sein de l'Alliance Renault-Nissan, et je peux même vous dire, dans le monde de l'automobile en général. À Tanger, on a 3 chaudières qui produisent de l'eau surchauffée, et ces chaudières sont alimentées par de la biomasse. Concrètement, ce sont des grignons d'olive. Le grignon d'olive, c'est un combustible 100% biomasse, avec un haut pouvoir calorifique. Les résidus de la fabrication d'huile d'olive, c'est largement disponible au Maroc. Et donc on introduit dans nos chaudières. Pour produire de l'eau surchauffée à 220 degrés, alimenter les étuves peinture et la production de l'eau chaude pour le chauffage des bâtiments et des autres process qui utilisent de l'énergie thermique. Le bilan qu'on peut faire de ce process, c'est qu'on a une économie de 100 000 tonnes de CO2 par an, 100 000 tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées de l'atmosphère. La deuxième caractéristique, c'est zéro rejet liquide. On est capable d'avoir un effluent qui est parfaitement réinjectable dans notre process. Pour une voiture classique, pour simplifier, on va consommer 2 mètres cubes d'eau par voiture. À Tanger, on va consommer la moitié moins. Notre contribution avec le process zéro rejet liquide, c'est d'économiser à peu près 300 000 mètres cubes par an. Au moment où on a démarré cette usine, Renault avait déjà cette conscience de la préservation du climat. Et donc, c'est ce qui a présidé au choix de Veolia pour son expérience, pour sa compétence et la capacité à obtenir ces résultats. Ce n'était pas gagné dès le départ que ce process allait fonctionner. Donc Veolia a travaillé avec nous conjointement et a même été celui qui a proposé et qui a conçu ce process-là. La réalité de la performance, elle est évidente, hein, c'est dans l'usine, donc il y a une transparence totale entre Veolia et Renault sur le fait que le process est bien en place au quotidien et qu'il fonctionne. Désolée pour les conditions, le son est pas terrible, mais pourquoi je voulais vous montrer ce film? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comment on transforme les usines industrielles, comment on transforme les entreprises, les acteurs économiques dans les pratiques. Alors, après l'étape, et ce que fait Renault en parallèle, c'est tous les véhicules électriques et bien plus loin, l'économie du partage pour optimiser les véhicules immobilisés. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple, en fait, c'est que à partir d'un déchet de production locale, à savoir les noyaux d'olive,
on utilise ces déchets comme une ressource pour alimenter une centrale biomasse sur le site en remplacement de l'énergie gaz. Dans d'autres pays, ça peut être de l'énergie pétrole ou charbon. Donc l'intérêt, c'est qu'on utilise une ressource locale, un déchet, pour en faire de l'énergie renouvelable, ce qui contribue à l'indépendance énergétique des sites, des villes et des États. Voilà, donc c'est un élément clé pour la partie énergie. Un deuxième exemple dont je voulais vous parler ce soir, c'est un exemple sur l'aspect social qui est malheureusement souvent le parent pauvre dans l'économie circulaire. On en parle assez peu. C'est un programme qui a été monté depuis 2014 qui s'appelle Pop-up, qui est un programme d'open innovation sociale. Le but, c'est d'accompagner et d'accélérer les entrepreneurs sociaux dans les territoires pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. Pour ça, il y a 2 axes. Le premier, on noue des partenariats financiers, mais aussi opérationnels avec les entrepreneurs sociaux pour développer l'accompagnement dans les territoires avec des incubateurs que vous voyez ici, HECA, Ticket for Change, Make Sense, et beaucoup d'incubateurs locaux également. Le deuxième axe, c'est de rendre possible la co-création de solutions innovantes ensemble entre les activités du groupe et ces startups, ces entrepreneurs de l'ESS. Ça passe par soit des prestations, soit du co-développement de services, ou même on les embarque pour répondre de manière commune à des réponses à appel d'offres qui sont de taille assez conséquente et qui du coup leur permettent, eux, entrepreneurs sociaux, d'avoir encore plus d'impact. Ainsi se constitue un écosystème de partenaires sur plusieurs thématiques, comme on voit ici, et notamment dans l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a 15 incubateurs qui ont été créés grâce à cette démarche pop-up. C'est plus d'une centaine d'entrepreneurs sociaux qui ont été accompagnés dans plusieurs villes en France et aussi à l'étranger, à Mexico, en Inde. Et je vais vous montrer, alors je ne sais pas si ça va bien marcher, mais un deuxième film pour vous montrer cet exemple également concret. Là, on part en Île-de-France avec Logicité. Face à l'ampleur des défis sociaux et environnementaux, des startups inventent des solutions innovantes et durables. Le programme Eau Solidaire, c'est le programme de solidarité du syndicat des eaux d'Île-de-France. Il vise à assurer le droit à l'eau pour tous et donc Veolia, à travers Veolia Eau d'Île-de-France, opère le contrat pour aider les habitants à maîtriser leur consommation et finalement redevenir acteurs de leur consommation. La mission de Croix-Rouge Insertion Logicité, c'est lutter contre la précarité énergétique, d'accompagner des ménages qui rencontrent des difficultés dans leur consommation d'eau et d'énergie. Logicité propose de faire un diagnostic et des conseils individualisés aux ménages via la réalisation de visites à domicile. Nous avons choisi Logicité parce qu'on était convaincus de leur modalité d'action, à la fois par l'insertion de population et également par la méthode de porte-à-porte, puisque c'est ça qu'on voulait promouvoir pour accompagner les habitants du territoire. Ce que font les salariés de Logicité, c'est apporter ce type de petit équipement malin aux habitants pour leur permettre de maîtriser leur consommation. Des mousseurs, un sablier. Logicité nous apporte toute sa connaissance et ses compétences en termes de visite à domicile, accès aux habitants qui sont en difficulté. Ce que Veolia apporte à Logicité, c'est de la visibilité avec des mises en relation et puis les missions d'accompagnement des ménages sur les questions de maîtrise des consommations d'eau. Plus d'une centaine de familles ont pu être accompagnées. Il y en a plus de 25% dont la consommation a diminué grâce à l'accompagnement de Logicité. C'est environ 125 € d'économie par ménage et par an. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, en fait, c'est une association qui grandisse en taille avec plus de salariés pour aller visiter 500, 1000 logements dans des sites que nous avons identifiés. Économie circulaire, puisqu'on est dans le pilier réduction des consommations d'eau et d'énergie.
ce que nous apporte l'économie circulaire, et à travers cet exemple, c'est la compréhension qu'on agit dans un écosystème et qu'il ne faut plus opposer les startups, les groupes, les collectivités, les ONG, et que ça passe forcément par la collaboration de tous ces acteurs. Et l'économie circulaire nous oblige à repenser notre manière de travailler, à repenser la manière dont on fait nos métiers historiques qui sont en transformation. Par exemple, aux États-Unis, et je pense à un contrat à New York, où on a changé notre business model. On n'est plus rémunéré sur l'eau potable qu'on fournit à la ville, donc sur l'eau consommée par les habitants. On est rémunéré sur la valeur, c'est-à-dire sur la performance du service qu'on fournit à la ville. Donc là, on change complètement la logique. On n'est plus rémunéré sur le volume, mais on est rémunéré sur la performance et la valeur du service. Donc là, on est en train de transformer quand même des modèles. Et évidemment, c'est lourd, ça ne se fait pas rapidement. Mais voilà la dynamique. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup. Idem, je vais vous demander, juste pour conclure, de réagir sur un des post-it peut-être qui a été un des mots, je veux dire. Voilà, si vous... Alors, je vais prendre les mots ici que j'ai beaucoup aimés, partage et solidarité. Solidarité, pourquoi? C'est que je pense au dernier livre qui a été primé par le prix de la Fondation Veolia. Ce livre, c'est L'Entraide de Pablo Servigne, que vous devez connaître certainement pour ses ouvrages précédents sur effondrement. Autant effondrement, voilà. Donc si vous ne l'avez pas lu, plutôt que effondrement qui est déprimant, je vous conseille vraiment L'Entraide. Parce que là, en gros, ça vous explique que, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant, qu'il n'y a que la loi de la jungle qui domine dans la nature, il prouve là qu'en fait, il y a la loi de l'entraide également. Et celle-ci, on la connaît moins. La loi de l'entraide entre les espèces animales, végétales, et également, du coup, avec les humains. Donc ça donne beaucoup d'espoir par rapport à ces précédents ouvrages sur effondrement. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant laisser la parole à notre troisième intervenante, donc Marlene Weber, qui est chargée de mission à l'Institut national de l'économie circulaire. Merci. Il n'y a pas la... Bon, je vais rester là. Bonjour, je suis Marlene Weber, donc chargée de mission affaires juridiques et européennes à l'Institut national de l'économie circulaire. Juste en introduction, qu'est-ce que l'Institut national de l'économie circulaire? C'est un think tank qui rassemble 200 membres, donc des associations, des entreprises, des fédérations, des collectivités, des écoles et universités, qui réfléchissent ensemble à trouver des solutions pour l'économie circulaire à travers des groupes de travail, donc notamment la commission juridique, Europe, la commission relative au marché public. On réfléchit aussi aux indicateurs de l'économie circulaire, au système agricole. Et puis on fait des études que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet, donc sur l'emploi et l'économie circulaire, sur la réutilisation des eaux usées, sur les indicateurs, voilà, pour les études de cette année. C'est aussi un lieu d'échange, de partage et de sensibilisation. Donc on organise des conférences, des tables rondes, des workshops, des petits déjeuners, etc. Et puis, dernier point, on expérimente des choses. Donc on est aussi un do tank avec des programmes d'action, notamment sur l'intégration de l'économie circulaire dans les achats d'entreprises et de ministères, d'administrations qui ne savent pas comment intégrer l'économie circulaire dans leurs achats. Ils ont des objectifs, mais nous, on les aide à réfléchir quel aspect de l'économie circulaire sauvegarder et comment le mettre en œuvre. Voilà. Et puis, vous pouvez trouver aussi sur la plateforme économiecirculaire.org, c'est une plateforme où on référence des bonnes pratiques en matière d'économie circulaire, donc vraiment très concrètes. Donc, je vais vous présenter un petit peu le cadre politique et réglementaire autour de l'économie circulaire, avec un petit peu 3 piliers. D'abord, une feuille de route pour une économie circulaire. Donc, c'était un document ministériel national qui a été publié l'année dernière sur l'économie circulaire, donc qui a un petit peu mobilisé l'ensemble des acteurs. Donc, des entreprises, des personnalités qualifiées, des collectivités, associations, comme l'Institut qui a participé à l'ensemble des ateliers ministériels, mais aussi les citoyens.
Il y avait une plateforme en ligne où les citoyens pouvaient faire des contributions. Et donc, on a eu un certain nombre de contributions. Ça a duré 5 mois de travaux pour aboutir à un document de 50 mesures, donc avec des sous-déclinaisons. Donc, c'est un document que vous pouvez trouver sur Internet et qui se partage dans 4 thématiques. Mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets et mobiliser tous les acteurs. Donc, ça rejoint un petit peu les questionnements qui étaient évoqués dans les interventions précédentes. Je vais vous prendre juste 2 exemples. Voilà, alors j'avais mis une petite image. C'est la secrétaire d'État Brune Poirson, donc secrétaire d'État à l'économie circulaire, qui a annoncé qu'on mettrait en place un bonus-malus sur les produits pour avoir des produits qui intègrent des matières recyclées qui soient moins chers que les produits qui soient de matière vierge. Donc recyclés et éco-conçus. Aujourd'hui, on n'a pas encore le détail un petit peu de cette mesure. C'était une annonce. On attend, je vais vous en parler, la suite des événements. On a aussi cet exemple avec le ministère qui a annoncé mettre en place une responsabilité élargie du producteur pour les fabricants de cigarettes. Donc, c'est-à-dire que les fabricants auront l'obligation de prendre en charge la fin de vie de leurs produits, c'est-à-dire mettre en place des collectes de mégots, sensibiliser les citoyens, voilà, pour ne plus avoir ce phénomène de mégots dans la rue qui est assez fatal. Donc là, on était au niveau français. Au niveau européen, on a cette année un paquet européen de l'économie circulaire qui est la révision de 4 directives. Enfin, c'est assez technique, mais sur les déchets, les emballages, etc. Et les États maintenant se voient imposer des objectifs contraignants en matière de collecte, de recyclage, de mise en décharge, donc des pourcentages de recyclage, etc. D'ici 2025, 2030, 2035. Et on a aussi tout récemment une nouvelle directive sur les plastiques à usage unique. Donc je vais vous montrer voilà, des produits que vous utilisez peut-être ou que vous utilisez plus peut-être, qui vont être interdits d'ici 2021. Donc c'est quelque chose d'assez concret cette fois-ci. Voilà, donc c'est à la fois au niveau global des obligations pour les États, pour les entreprises, etc. Et à la fois assez concret, il y a vraiment des interdictions voilà, qui se mettent en place. Tout ça pour aboutir à un projet de loi sur l'économie circulaire dont on a eu un document provisoire en janvier qui était assez décevant. On avait 6 articles, 4 pages pour mettre en œuvre la grande feuille de route dont je vous ai parlé précédemment, les directives européennes, etc. Et en fait, le plus long article concernait une habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance. Et donc, dans le cadre du grand débat national, ça passait pas. Donc, il y a eu un courrier des associations, des sénateurs pour revenir sur cette méthode. Voilà, c'est l'idée de légiférer par ordonnance, j'imagine que vous connaissez, c'est le fait de ne pas avoir de débat parlementaire sur ce projet de loi. Donc, la ministre a réagi et donc l'économie circulaire est intégrée au grand débat. Donc, vous avez jusqu'à vendredi maintenant pour donner vos propositions sur le site internet du grand débat. Et donc, nous, au sein de l'Institut, on élabore des propositions aussi. Donc, comme je vous ai dit, on a des acteurs très divers. Et on essaye d'en sélectionner 10. On en a déjà sélectionné 10 à destination des pouvoirs publics pour une économie circulaire. Donc vous pourrez les trouver très prochainement. Je peux vous donner des exemples, notamment l'interdiction de destruction des invendus, quels qu'ils soient. Parce que vous avez peut-être vu, il y a eu un reportage sur Amazon, etc., qui détruit des biens électroménagers, des textiles qui n'ont pas été utilisés et qui viennent d'être produits. Donc c'est un peu une aberration. La mise en place d'une TVA circulaire, c'est-à-dire une TVA qui est réduite sur les activités et les biens issus de l'économie circulaire. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Amélie Rouvin, les produits qui sont plus bénéfiques pour l'environnement coûtent en général plus cher que les produits issus de matières vierges qui ont fait énormément de transport, etc. Donc c'est un peu des mécanismes pour corriger ces défaillances de marché. Et puis je peux vous donner un dernier exemple, promouvoir la formation à l'économie dès le plus jeune âge. Donc malgré le fait qu'on n'a pas le temps, comme
comme l'a dit Dominique Bourg, la transformation va vraiment passer par la formation des plus jeunes. Je pense que déjà ici, on est beaucoup plus conscient que la génération précédente. Et je pense que ça va s'amplifier, mais voilà, il faut vraiment, dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, apprendre les principes de l'économie circulaire, la réparation, la longue durée de vie des biens, etc. Donc voilà, j'en profite pour répondre à la question de Climate. Non, c'est sur l'éducation. Voilà, je voulais répondre à la question. Non, mais c'est-à-dire que je voulais parler aussi de partage et de solidarité, mais ça a déjà été pris par tout le monde. Mais je pense que voilà, c'est vrai que l'idée de partage et de solidarité, c'est aussi, c'est là où il y a le plus de post-it d'ailleurs, c'est la clé. C'est-à-dire que je pense que c'est le moyen pour arriver à l'économie circulaire, et à la fois, l'économie circulaire va le permettre avec des mécanismes comme par exemple l'économie de fonctionnalité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est remplacer la vente d'un bien par la vente de son usage. Donc voilà, je termine par notamment vous achetez la lumière, le service de la lumière, plutôt que l'achat d'ampoules. Et donc le propriétaire le fournisseur reste propriétaire des ampoules. Il a tout intérêt à ce que les ampoules aient une longue durée de vie, parce qu'il n'a pas intérêt à en vendre le plus possible. C'est pareil pour les pneus. Michelin vend des kilomètres parcourus maintenant, plutôt que des pneus. Et donc, voilà, le fournisseur prend en charge la maintenance, le recyclage, la fin de vie, la réparation, etc. Et c'est des nouveaux business models qui vont permettre de transformer notre société et d'avoir un peu un système gagnant-gagnant pour les producteurs et les citoyens. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer au moment de questions-réponses. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà quelques questions ou interventions, remarques à poser à nos intervenants. Oui. Bonjour, j'avais une question pour Monsieur Bourg. Je profite de votre... Bonjour, je suis là. Je vous ai vu. Je profite de votre compétence de philosophe et du fait que vous avez parlé de la permaculture tout à l'heure. J'avais une question sur comment est-ce qu'on peut concilier l'intelligence artificielle dans l'agriculture et dans la permaculture. Est-ce que les deux sont conciliables ? Alors déjà, la première chose, et je vous renvoie, donc, parce que je m'occupe d'une revue qui est liée aux presses universitaires de France, mais qui s'appelle lapensée-écologique.com, et vous avez un très bon papier qu'on a mis en ligne cette semaine de l'économiste français qui s'appelle Éloi Laurent, qui enseigne et à Sciences Po Paris et à Stanford, et qui est, je crois, maintenant le directeur de l'OFCE, et qui montre à quel point, si vous voulez, le développement du numérique aujourd'hui a fait repartir à la hausse et la consommation d'énergie et plus encore la consommation de matériaux. Et donc, si on continue sur ce trend, ça rend vraiment impossible une transition écologique. Donc on a un problème avec ça. Maintenant, en faisant abstraction de ça, il y a beaucoup, par exemple, on parlait tout à l'heure d'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire le fait de substituer à la vente d'un bien la vente du service rendu par ce bien. Sans numérique, on n'arrive pas à le faire. Alors, comme toujours dans la vie et la réalité, les choses sont souvent contradictoires. Il y a des aspects très importants. Par exemple, en agriculture, on va parler d'agriculture de précision. Mais en fait, l'agriculture de précision, ça n'a intérêt que si vous utilisez des intrants. Si vous faites de l'agroécologie ou si vous faites de la permaculture, le principe, il ne vous a pas échappé que avant qu'on invente le procédé Haber-Bosch pendant la Première Guerre mondiale pour faire de l'azote de synthèse, avant qu'on invente les pesticides, il y avait des centaines de millions d'années où les forêts poussaient toutes seules et ça se passait très bien. Tout simplement parce que dans la nature, en fait, si vous voulez, vous avez des plantes qui vont fixer l'azote pour les autres, vous avez des plantes qui vont attirer les prédateurs des autres, etc. Et donc le principe de la permaculture, qui est en fait aussi le principe de l'agroécologie de façon générale, eh bien, c'est d'utiliser la complémentarité des plantes. Donc, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'agriculture de précision, puisque vous n'allez plus utiliser d'intrants.
et sur un plan écologique, c'est plus intéressant. Donc il y a des domaines où le numérique peut être intéressant, peut nous aider à aller dans un sens où on va avoir une empreinte écologique plus faible, mais il ne faut pas que ça devienne une fin en soi. Il faut que ce soit un moyen. Puis on a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous prenez la 5G. Moi, je suis vraiment désolé, mais la 5G, j'en ai rien à faire. Ça m'est totalement indifférent. Je ne vois pas du tout, vu ce que je vous ai dit tout à l'heure au début, quel est l'intérêt d'aller se lancer dans la 5G. Il n'y en a aucun. Donc, et si on regarde les difficultés qu'on va avoir à l'avenir, je pense qu'on aura tout intérêt de préserver certaines de nos techniques très sophistiquées aujourd'hui, mais souvent pour des besoins essentiels et collectifs. Or là, on est dans une logique de rentabilité financière et que l'on conçoit absolument indépendamment de l'impact des activités sur le système Terre. La difficulté, c'est qu'on a un système économique qu'on a conçu comme étant une sorte de totalité autonome, et comme s'il n'y avait pas de nature. Et vous avez vu tout à l'heure, l'effet, c'est qu'en fait, notre système économique, il outrepasse les limites planétaires. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans le domaine du vivant, dans le domaine du climat, dans le domaine agricole, justement, avec les flux d'azote et de phosphore, on les a explosés par rapport à ce qui existait sans les activités agricoles et l'usage des sols avec la déforestation. Donc on a déjà franchi 4 de ces 9 limites. Il y en a 2 qui vont être franchies très rapidement, donc on sera à 6. Et en fait, il y en a 2,5 qu'on ne peut pas quantifier. Donc, tant qu'on raisonne à l'intérieur du système économique, ça ne va pas. Donc, le numérique, reprenons la question, mais en tenant compte des limites planétaires. Et là, effectivement, ce n'est pas la même conception qu'on va avoir du numérique. Et sans doute, les usages vont être des usages plutôt sociaux, très circonscrits, très sophistiqués. Par exemple, toute la connaissance qu'on produit aujourd'hui, on n'arriverait pas à la produire sans le numérique. Les connaissances qu'on a sur le climat, etc., ça demande des capteurs, ça demande toutes sortes d'observations, ça demande un traitement informatique. Eh bien, gardons le numérique pour ces usages-là, mais pas forcément pour jouer un jeu idiot sur sa tablette. Je suis désolé d'être rabat-joie et un peu vieux con, mais il faut quand même essayer d'y réfléchir, si vous voulez, à ces aspects-là. Bonsoir, merci pour vos interventions respectives. C'est une question qui s'adresse à Madame Weber. Je suis étudiant en école de commerce et je m'interroge sur pourquoi est-ce que je ne vous connais pas, pourquoi est-ce que je vous ai jamais vu, pourquoi est-ce que vous n'êtes jamais venu dans nos écoles. Et je ne parle pas de mon école particulière, je parle des écoles de commerce en général et je pourrais aussi parler des écoles d'ingénieurs. Je pense qu'on a soif de cette intelligence et de cette connaissance sur l'économie durable et l'économie circulaire, mais juste merci de réfléchir entre vous, mais peut-être poser des questions aux étudiants. Vous dites partagez cette connaissance aux plus jeunes. Excusez-moi, je ne suis pas vieux, j'aimerais aussi partager cette connaissance avec vous. Donnez-nous cette occasion et je vous propose du coup de prendre un rendez-vous pour l'année prochaine et je vous invite du coup au sein de mon établissement. Merci. Merci. On ne va pas forcément attendre l'année prochaine, on peut se voir dès cette année avec plaisir. On développe des partenariats avec des universités, des écoles. Donc on a l'IPAG, l'ESSEC, avec l'université d'Aix-Marseille notamment. C'est pas mon domaine personnellement, mais on travaille avec eux notamment sur un peu des commandes sur quelques mois, donc avec des masters sur les achats, sur l'environnement, etc. Et on est preneur de toutes ces collaborations. Donc, quelle est votre école, si c'est possible? Je suis au Mines Télécom. C'est un groupe d'ingénieurs où il y a une école de commerce à l'intérieur. Avec plaisir. On travaille aussi avec les mines, avec des doctorants sur l'économie circulaire. Donc, on est preneur de la force vive des ingénieurs qui nous manque parfois aussi. Voilà, donc je vous donnerai mes coordonnées et on pourra se rencontrer et avec ceux qui le souhaitent aussi. On fait avec ce qu'on a aussi, on a des moyens limités, donc on essaie de rencontrer au maximum, mais on est une petite équipe, donc voilà. Merci. Bonjour,
D'après ce que j'ai compris dans l'économie circulaire, la récupération ou le recyclage, c'est peanuts. Ce qui compte, c'est de réduire la consommation et de réduire les ressources. Alors ma question, c'est pour Madame Weber. Est-ce que l'Institut national de l'économie circulaire cherche des solutions pour sortir du capitalisme qui est basé uniquement sur la croissance et qui est totalement impossible pour l'avenir? Merci. Alors, sortir du capitalisme, en fait, on réfléchit au découplage entre la création de valeur sociétale, donc création de valeur environnementale, sociale et économique, de la destruction, enfin il manque un mot, mais de l'utilisation de ressources, pardon. Donc, après, la création de valeur sociétale n'est pas basée forcément sur le PIB, qui est un indicateur un petit peu faux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne mesure pas la création de valeur sociale, environnementale. Au contraire, parfois, je vais le dire, mais une guerre, ça peut être bon pour l'économie, ou un naufrage, une marée noire ou un embouteillage, ça peut être bon pour le PIB. Donc le PIB n'est pas forcément le bon indicateur. Mais l'idée, c'est vraiment de découpler cette création de valeur avec l'utilisation des ressources. Donc ça passe par les 7 piliers qu'avait présenté Madame Rovin, donc avec l'éco-conception, avec l'économie de fonctionnalité dont j'ai parlé, avec la réutilisation. Donc, par exemple, la réparation, c'est une activité en soi, ça permet d'embaucher des personnes en réinsertion, etc. Mais c'est pas basé sur l'utilisation des ressources. Ça n'utilise pas plus de ressources que précédemment. Donc c'est une des solutions. Voilà. Ça ne remet pas en cause le système en place, en fait. Alors il y a plusieurs chemins de pensée. Je pense que Dominique Bourg est un petit peu plus radical que l'Institut. Moi, j'apprécie beaucoup les propos de Monsieur Bourg. Nous, on travaille avec des entreprises comme Veolia, avec de nombreux partenaires, parce qu'on se dit on ne peut pas faire sans eux. On essaie de les faire avancer dans le bon sens. Et je ne critique absolument pas. Il y a certains acteurs qui mettent plus de freins à l'évolution que d'autres qui sont vraiment engagés dans cette démarche. Et c'est vrai que si on ne prend pas en compte ces acteurs, on se met un peu à l'écart, en fait, de la transformation. On se met un petit peu dans un aspect critique sans pouvoir avoir aucun moyen d'action sur cette transformation. Merci. C'est un peu le dilemme de la société en général aujourd'hui. Donc, Bonsoir. Moi, j'aurais une question. D'abord, merci beaucoup pour Monsieur Bourg. Vous nous avez montré vos donuts, et avec l'exemple du Sri Lanka qui utilise beaucoup moins de ressources que les États-Unis. Mais du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas que le Sri Lanka, s'il avait le choix d'avoir 3 frigos par foyer, est-ce qu'il ne choisirait pas d'avoir 3 frigos par foyer? Et est-ce que les pays dits en voie de développement, s'ils consomment moins, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce que les foyers sont plus pauvres? Et comment est-ce qu'on leur explique que nous, les pays développés, on a fait une grosse bêtise en surconsommant? Et comment on leur explique que nous, on a fait la bêtise, mais surtout, la faites pas? Comment on gère ça? Alors, c'est une excellente question, parce qu'effectivement, si on s'arrête là, vous avez raison. Enfin, raison. Ils ne vont pas forcément avoir 3 voitures, 15 frigos. Mais effectivement, il y a une pente vers la consommation, et partout elle était possible. En fait, le pays qui est très probant dans ce sens-là, c'est la Chine. Le consumérisme en Chine, il est absolument effréné. Et effectivement, c'est tout à fait juste. Maintenant, les choses sont quand même, justement, dans les anciens pays industriels, les choses sont vraiment en train de changer. Je ne vous dis pas qu'on consomme moins, ça serait faux. Encore que, dans la jeune génération, on voit des ruptures sur certains comportements. Vous prenez par exemple les véganes. Alors moi, je ne suis pas végane et je ne vous le défends pas forcément, mais en tout cas, eux, ils sont assez cohérents et ils ne mangent pas de viande, par exemple. Et d'autres choses. Mais ce qu'on voit, et ce qui est beaucoup plus fort, c'est qu'en fait, le côté enchanté de la consommation a disparu. C'est-à-dire,
continuent à consommer, mais quand vous allez voir toutes les agences qui a des entreprises, qui font des focus group de consommateurs, ils vous disent tous ça. L'enchantement, la magie de la consommation, c'est fini. Hein, prenez un film des années 60, l'environnement, on s'en fout complètement, on n'en a absolument pas conscience, et il y a une innocence et un plaisir à consommer. Et ça, c'est très fort parce que c'est ce qu'on nous a demandé. La modernité, elle s'est constituée là-dessus. On pourrait remonter carrément à la philosophie du contrat au XVIIe, au XVIIIe siècle. Mais ça y est, cet enchantement, il a vraiment disparu. Et puis, maintenant, on est en fait au pied du mur. Ce dont je vous parlais, le document de Novetic, ben, c'est un peu le défi qu'on a devant nous. Je ne sais pas si on va vraiment le surmonter, c'est extrêmement difficile, mais soit on cesse de surconsommer, et on a une chance d'avoir une planète plus habitable, soit on veut rien entendre. Alors, on arrêtera de toute façon aussi de consommer, mais ça sera beaucoup plus violent. Et si nous-mêmes, les anciens pays industriels, on n'est pas capable de rentrer dans cette démarche, ben vous avez raison. On n'est absolument pas fondé à demander aux autres de le faire. C'est pour ça, même par exemple un pays comme la Suisse, qui a, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est grosso modo, c'est un petit peu plus, mais grosso modo 10 fois la France, tout simplement, parce que la France c'est 68 millions, les Suisses c'est 8 millions, donc voilà. Mais même dans ce pays, et surtout dans la jeunesse, on voit maintenant des comportements qui commencent à changer. Moi, par exemple, parmi mes étudiants, j'en ai pratiquement aucun qui a le permis de conduire. Moi, j'ai pas de voiture. Mais eux, la plupart, ça les intéresse même pas. Ils ne se posent même pas le problème, ils passent même pas leur permis. Alors, c'est plus difficile en France quand on habite à la campagne, mais c'est un pays où il y a un réseau de transport en commun qui est très bien fichu. Et puis, tous les peuples ne sont pas rentrés dans cette danse. Alors, évidemment, je vais vous prendre un exemple très spécifique, mais vous allez en Thaïlande, il y a plusieurs populations de nomades de la mer, les Moklon, etc. Eux, leur horreur, pour eux, le cauchemar total, c'est être riche. Intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous êtes riche, vous avez l'illusion du fait que vous n'avez plus besoin d'autrui. Donc c'est le plus grand danger qui peut vous arriver. Alors les Moklons s'amusent, ils jouent à la loterie. Et quand un Moklon ou un Mokon gagne la loterie, il distribue tout de suite. Il n'a plus rien dans les 5 minutes qui suivent. Donc vous voyez qu'il y a des peuples qui résistent à la consommation. Et vous regardez par exemple aujourd'hui beaucoup de peuples amérindiens. Leur culture était déstructurée, ils ont été réduits en esclavage, ils ont été christianisés, etc. Et depuis 20 à 30 ans, vous avez énormément de ces peuples qui se reconstruisent. Alors, ils vont pas revenir ce qu'ils étaient, ça n'a pas de sens, ils sont dans ce monde-là. Mais alors vraiment, je vous assure qu'ils ne sont pas dans le consumérisme. Pas tous, mais quand ça marche, ils s'en éloignent vraiment et d'une certaine manière, ils nous montrent aussi une certaine forme de voie. Bonsoir, merci à tous pour votre intervention. J'avais une remarque sur madame dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, madame qui représente Veolia, où je suis désolé pour vous d'avance de ce que je vais dire, ça n'a rien de personnel, je ne vous connais pas et je ne connais pas votre engagement, mais j'ai beaucoup de mal avec votre présentation que vous avez faite. J'ai beaucoup de mal, surtout que ça a suivi juste celle de monsieur Dominique Bourg, et j'ai eu beaucoup de mal à voir le lien, en fait, entre les deux. Entre quelqu'un qui nous parle qu'il faut complètement repenser un modèle, que c'est pas par la technologie qu'on va arriver à s'en sortir, que c'est pas par l'innovation qu'on va arriver à s'en sortir, mais par vraiment une refonte, comme le disait monsieur là-bas tout à l'heure sur le capitalisme. Moi, vous me ferez pas croire que Veolia a pas de but capitaliste. C'est impossible, j'y croirais pas. Il y a trop de scandales qui sont sortis sur vous. On va pas reparler de Cash Investigation qui a sorti aussi des scandales même économiques, politiques de ce que vous faites. Donc pour moi, ce que vous avez fait, c'est une définition claire et précise du greenwashing. Et comme si vous n'étiez pas assez à même de présenter le greenwashing, votre exemple, c'est de montrer à quel point l'économie circulaire, c'est cool, parce qu'on peut rendre cool Renault, l'industrie automobile, avec des noyaux d'olive. On peut pas... Je veux dire, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Moi, d'un point de vue personnel, je fais pas grand-chose, parce que je touche pas beaucoup de gens, je suis très local comme personne. Mais j'essaie d'avoir un impact à mon niveau, et je peux pas supporter d'entendre des gens qui ont les moyens de faire quelque chose qui est énorme, et qui en un jour détruisent tout ce que je fais dans l'année, par leur méthode d'agissement. Donc je suis désolé
parce que c'est vous qui le prenez, et je me doute que c'est pas vous à la tête de ces prises de décision, mais j'ai énormément de mal avec le discours que je viens d'entendre. Ok. Évidemment, je m'y attendais un peu. Forcément, grand groupe, Veolia. Comment répondre à ça? Je viens d'ONG, moi, à la base. Je viens d'ONG, et quand je suis passée dans ce que je ne savais pas, qui était le groupe Veolia, on m'a dit « Ah, mais tu passes du côté obscur ». Je l'ai quand même fait, ce passage, et j'ai voulu le faire. Pourquoi, justement? J'aurais pu continuer comme mes camarades qui ont perduré en ONG, qui ont un poste sur base de subventions publiques. J'ai voulu, moi, faire le choix d'aller justement dans un groupe pour essayer de faire une transformation de l'intérieur. Et Veolia, ce n'est pas un groupe, c'est 170 000 personnes qui travaillent sur des métiers d'approvisionnement de l'eau potable, sur des métiers de recyclage des déchets. Alors derrière, on peut avoir cette vision du groupe, mais moi je peux vous dire que je rencontre des gens qui sont passionnés par leur métier et qui m'ont fait aimer leurs activités. Je rencontre des gens qui, il y en a un par exemple, il travaille il est opérationnel. À côté de ça, il est apiculteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été mettre des ruches sur le site pour lequel il travaille. Et en fait, c'est des gens engagés comme ça dont on a besoin justement dans les groupes pour faire changer les choses. Moi, c'est ma position et c'est ça ce à quoi je m'emploie. Évidemment, on y passe de l'énergie. Évidemment, c'est plus facile d'être de l'autre côté de la barrière. Mais voilà, c'est à ça que je travaille. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui veulent justement faire transformer les choses. Cet exemple de Renault derrière, c'est comment... Cet exemple... C'est pas un bon exemple. C'est juste que c'est un des exemples les plus remarquables qu'il y a chez Renault. Donc, justement, c'est comment on accompagne ces entreprises-là et ces industriels à réduire leurs impacts. Si ça, vous ne le voyez pas à travers l'exemple que j'ai montré, à partir d'un déchet, on fait une ressource, on fait de la biomasse plutôt que d'aller utiliser de l'énergie fossile. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon discours, justement, que derrière, Renault est également en train de repenser à son business model, sur l'économie de la fonctionnalité, sur l'économie du partage. Donc tout ça, c'est également en cours et en questionnement. Donc là, on est sur comment on fait en sorte de réduire l'empreinte aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur les autres branches. Je voudrais ajouter un petit peu. Alors, première remarque, si vous voulez, si dans les grands groupes, on décourage des gens comme Amélie d'aller y travailler, ça ne va pas arranger la situation. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, vous avez raison, il y a un vrai problème. Et en fait, le problème, il se pose à nous tous. Parce que, vous avez vu, c'est un peu le message que je vais faire passer. C'est-à-dire, les choses sont allées très vite. On a une espèce de conscience qui est décalée par rapport à ce qu'on a fait. Et on est dans ce système économique. Et en sortir, ça va franchement pas être une chose simple. Alors, moi, j'ai rien, si vous voulez, contre le mot d'ordre sortir du capitalisme, mais je pourrais, si vous voulez, raffiner. Je pense que c'est... Effectivement, d'une certaine manière, je comprends bien, hein, la logique capitaliste, c'est ce que le vieil Aristote appelait la mauvaise schématistique, c'est-à-dire qu'autrefois, quand on faisait de l'échange, vous aviez un cordonnier, puis vous aviez un boulanger. Évidemment, le boulanger n'allait pas chausser ses baguettes et le cordonnier mangeait ses chaussures. Et puis après, vous avez le commerce. Là, vous n'échangez plus pour avoir un morceau de baguette ou pour avoir une chaussure, mais vous échangez pour augmenter votre capital. Ça existait chez les Grecs, et les Grecs, ils le cantonnaient. Dans l'économie moderne, c'est devenu le ressort de la société. Et on en est arrivé au point où on en est. Donc forcément, cette logique, il va falloir qu'on revienne dessus, c'est clair. Mais le problème, si vous voulez, la question est tellement difficile. On est tellement coincé là-dedans que moi, ce que je mets avant tout, si vous voulez, en avant, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres, quel que soit le niveau où on est, pour essayer de tâtonner et de se sortir de cette impasse mortelle pour nous. Et je comprends votre démarche, mais en même temps, si vous voulez, si on accuse les gens qui, là où ils sont, font la démarche pour faire mieux, c'est pas bon.
Oui, je sais bien, mais en fait, c'est pas non plus à vous que je réponds. Je comprends très bien votre position et d'une certaine manière, je la partage. Mais ce que je partage moins, si vous voulez, même si vous dites c'est pas Amélie, vous lui dites, et Amélie, elle reçoit ça, voilà. Bon, donc ça, c'est vraiment un message, si vous voulez. On est dans une passe très difficile. Et vraiment, dans cette passe difficile, ce qu'il faut... Alors, évidemment, les horribles, les méchants, on est d'accord. Mais quand les gens, ils ont un boulot, ils sont là où ils sont, ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent. Et là, on a tous besoin les uns des autres. On a, dans un premier temps, 10 ans, mais en même temps, changer, ça va être assez long. Hein. On vient y mettre quelques décennies. Et là, on a vraiment besoin de l'entraide. Et il ne faut jamais perdre ça de vue. Moi, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Voilà. Et en fait, je me pose la question de où est-ce que je suis le plus utile. Est-ce que je suis plus utile quand j'étais dans la petite ONG? Ou est-ce que je suis plus utile là, aujourd'hui, dans le groupe où je suis? Est-ce que c'est là où j'ai pas le plus de marge de manœuvre pour faire changer les choses? Et c'est ça, moi, qui est mon driver. Merci. Alors, on va prendre une dernière question, si quelqu'un en a une. Voilà. Merci. Alors déjà, merci pour votre engagement parce qu'effectivement, je trouve que si on veut changer les choses, il faut être hyper inclusif et prendre en compte l'ensemble des acteurs avec lesquels on peut travailler. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Bourg, au début, on voit de plus en plus aujourd'hui de manifestations et de personnes qui sont engagées pour lutter contre le changement climatique et changer les modes de vie. Quand est-ce qu'on verra potentiellement des entreprises ou des groupements d'entreprises qui s'engageront aussi ensemble, malgré la concurrence, sur ce type de voie? C'est une question commune, si vous voulez répondre tous ensemble. Un élément de réponse, hein. C'est évidemment plus facile pour une entreprise d'une taille plus petite. Donc, moi, je vais vous donner un exemple. Hein, alors, lui-même sait très bien quelles sont les difficultés et que le truc n'est pas idéal, mais je prendrais, si vous voulez, l'exemple des établissements Ferrari, par exemple. C'est du textile technique. Donc, ils sont deux frères, ils ont hérité de papa, voilà. Mais ils sont tous les deux très, très malins. Et en fait, ils essaient de vraiment réduire au maximum leur impact. Alors, ce qu'ils vendent, c'est du textile technique, si vous voulez, c'est pas pour les particuliers. C'est plutôt pour d'autres entreprises. Ils essaient de réduire totalement leurs impacts. Mais si vous discutez avec, j'en connais qu'un des deux, qui a créé une fondation, tout son argent de poche, il le met dans cette fondation. C'est la fondation 2019. Et cette fondation, elle essaie d'imaginer des politiques publiques. Par exemple, tout à l'heure, Marlene a parlé du truc de la secrétaire d'État de faire un bonus-malus. En fait, derrière, c'est la TVA circulaire, justement, qu'a pensé et qu'a conçu la Fondation 2019. Et c'est ça qu'il y a derrière. Et donc, et lui, c'est quelqu'un, Romain, qui connaît mais alors les problèmes aussi bien que moi, par exemple. Bon, c'est cucu de dire ça comme exemple, ça fait un peu con, mais enfin, bon voilà. Hein, il les connaît vraiment parfaitement sur le bout des doigts. Et puis, il est là où il est et il essaie de faire ce qu'il peut faire là où il est. Et pour moi, si on n'a pas, si vous voulez, un peu à tous les endroits dans la société, des gens un peu pionniers comme ça, à la limite, il serait d'accord avec vous. Sur le fond, il sait que cette logique, à un moment donné, on va en sortir. Mais on ne va pas en sortir du jour au lendemain, sinon tout s'effondre et on va crever de faim. C'est ça la difficulté. Comment on en sort réellement de façon très progressive? Et évidemment, il y a des moments, il y aura des heurts, il y a des rapports de force qui vont se faire sentir. Mais, si vous voulez, encore une fois, il y a une manière fantasmée et en fait irréelle de prendre ça en compte, où on va fasciner une espèce de violence qui en fait va nous ramener probablement à une manière pas beaucoup plus intéressante de faire les choses. En revanche, si on se dit, on n'est pas naïf, mais on essaie de faire avancer partout où on peut avancer, mais en disant chaque fois, en ayant très clairement l'objectif. Moi, avec un collègue qui s'appelle Asperger, on a publié un bouquin, c'était ça l'idée. On dit, ben voilà. Et en fait, ce qu'on proposait, la Suisse l'a proposé comme sous une forme de votation. C'est-à-dire, comment un pays pourrait s'engager à revenir, au bout de 30 ans, à une empreinte écologique d'une planète par personne.
Donc on se donne cet objectif, et puis tous les ans, on voit dans quelle mesure on a avancé, on corrige les mesures. Moi, je vois plus ça comme manière d'avancer, si vous voulez, qu'une espèce de sortie rapide. On ne sait pas ce que ça veut dire du capitalisme, surtout que la seule sortie qu'on a connue, c'est un capitalisme d'État avec l'Union soviétique. Donc c'est pour ça que je comprends vraiment ce qu'on veut dire quand on dit ça, mais on se fait plaisir et on ne sait pas ce qu'il faudrait mettre derrière pour changer. Le seul truc qu'on peut faire dans un premier temps, c'est réguler le système. Le réguler de façon assez impérieuse pour qu'on atteigne vraiment certains objectifs. Ça, j'y crois, ça, c'est possible. Au bout du compte, vous n'aurez peut-être plus de capitalisme. Mais en tout cas, ça, c'est possible, et une espèce de sortie immédiate, ça me semble quand même un fantasme. Je ne vois pas comment ça peut marcher et comment ça peut faire quand vous êtes dans une économie qui est totalement systémique, où toutes les parties sont interdépendantes les unes des autres. Jeudi dernier, j'étais à Bruxelles et à la Commission européenne, on parlait des manifestations de jeunes, de Greta Thunberg. Et je pense que ça a vraiment un impact parce que déjà, ça donne une pression sur les politiques, sur les industriels. Et ça donne aussi un pouvoir parce que si les citoyens ne sont pas engagés, c'est pas les politiques qui vont, voilà, au niveau européen, au niveau national. S'il n'y a pas une impulsion qui vient d'en bas, il ne va rien se passer, même s'il y a une volonté politique. Il faut qu'il y ait une pression citoyenne. Et là, aujourd'hui, je trouve que depuis un mois, pour moi, en tout cas, on n'a jamais vu ça. Et on en parle de plus en plus. Et à chaque fois, on nous parle de Greta Thunberg et des jeunes qui se mobilisent pour le climat. Et au niveau des entreprises, il y a des engagements volontaires des entreprises. Il y a certaines entreprises qui font quand même des choses assez intéressantes, qui changent leur modèle. Quand je parlais de Michelin, c'est aussi, alors il y a la pression un petit peu politique, c'est-à-dire que s'ils ne s'engagent pas, on va mettre en place des réglementations beaucoup plus contraignantes. Et à la fois, il y a aussi un manque de ressources à venir, c'est-à-dire que Michelin, il voit le manque de caoutchouc à l'avenir. Et aujourd'hui, il est obligé de transformer son business model. Pour transformer d'un business model qui est basé sur la production de pneus le plus possible à un business model où il ne vend pas le plus de pneus, où le pneu dure le plus longtemps possible. Donc voilà, je pense que en tout cas cette mobilisation et aujourd'hui le fait que vous soyez nombreux, c'est aussi important. Je pense que c'est assez pas révolutionnaire, mais on voit pas ça souvent et je suis assez contente. Voilà, merci. Donc votre question portait sur l'engagement des entreprises. Donc il y a en France une association qui n'est pas connue du grand public, mais qui s'appelle Entreprises pour l'environnement, EPE, qui justement réunit des entreprises qui travaillent sur l'économie circulaire, le climat, la biodiversité et la santé également et environnement. Au niveau international, il y a l'équivalent, c'est le WBCSD. Et à titre d'exemple, moi j'ai en tête là récemment à Davos, a été lancée l'Alliance mondiale pour en finir avec les déchets plastiques et notamment dans les océans. C'est une alliance qui a été initiée par 30 entreprises au niveau international. Donc voilà typiquement comment s'engagent les entreprises, c'est sur l'ensemble du cycle de la chaîne de valeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut embarquer depuis le producteur, le sourcing, jusqu'à la fin où nous, on est en bout de chaîne de valeur au niveau du recyclage. Et c'est ce type de coalition, tous les acteurs ensemble, qui vont pouvoir permettre de changer le modèle de production, parce qu'on ne peut pas juste demander j'ai besoin de matières recyclées en approvisionnement. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que je modifie moi ma chaîne de production quand je suis un industriel. Et du coup, j'aimerais bien qu'on sorte de cette logique très binaire, d'un côté les bons, de l'autre les méchants, parce qu'on est dans un monde complexe et ces enjeux ils sont complexes. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que cette interaction en fait et ce lien, que tout est interconnecté, que tout est lié. Si on pouvait juste entrer un peu dans cette pensée complexe, ça aiderait beaucoup à faire avancer le sujet. Un dernier point sur ces alliances des entreprises que j'avais en tête et que j'ai oublié. L'alliance plastique, EPE, j'ai oublié. Merci. Oula, c'était éblouissant. Voilà, la partie questions-réponses touche à sa fin. Il est 20h passé. Alors rapidement, il s'est dit beaucoup de choses ce soir, mais on peut synthétiser quelques grandes idées.
certains constats. Donc on est face à un effondrement du vivant avec une situation sans précédent, une dégradation des conditions d'habitabilité de la planète, et que face à ça, il faut vraiment qu'on repense la façon notamment dont on consomme et notre modèle économique en général. Il faut embarquer le monde économique dans un changement de système et ça implique que tous les acteurs collaborent vers ça. Le recyclage, c'est qu'une partie de tout ça. Il faut aussi penser à tout ce qui rentre dans le système économique avant même qu'il soit, qu'on pense à son recyclage. Il faut penser au moment où il intègre toutes nos chaînes de production. Et tout ce qui est valorisation des déchets, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en œuvre, mais il faut aussi penser en amont et repenser l'économie dans son ensemble. On a également pu voir que certaines réglementations et certaines politiques sont déjà mises en œuvre, notamment pour enclencher ce système, et ont été pensées notamment donc, par l'Institut national de l'économie circulaire. Voilà. Alors, je vais laisser la parole donc à Fanny Demullier pour conclure cette conférence. Merci à tous. Merci Alice. Moi, je vais juste vous citer également 4 phrases de Dominique. C'est Dominique, notre parrain et la star du jour, mais qui m'ont marqué et qui résument les messages clés. Le défi posé à nos économies, c'est de les reconnecter à la nature. Je pense que là, on est vraiment sur un enjeu essentiel. Que la magie de la consommation, c'est fini. Je pense que le sujet, il est vraiment là. Et on espère qu'on va tous en prendre conscience. J'ai noté aussi qu'en Thaïlande, ça, je ne savais pas que le cauchemar, c'était des triches. Donc, si ça pouvait être un rêve aussi pour d'autres, parce que l'on n'a plus besoin d'autrui. Ah, d'accord, voilà. Donc, effectivement. Mais déjà, si on pouvait répandre ce cauchemar en rêve, ce serait assez merveilleux. J'ai noté aussi que réguler le système, il fallait le faire de manière ingénieuse, avec patience. Merci à tous vraiment pour toutes vos questions, parce que le propos, c'est vraiment de débattre. On ne sera jamais tous d'accord. Et merci pour vos engagements, même s'ils sont radicaux. Je voulais dire quand même un grand merci à Amélie, parce qu'elle a eu cette année le trophée du WBCSD, qui est un très bel organisme international qui pousse le développement durable sur donc, les trophées de Women Leader pour engager les entreprises vers l'économie circulaire. Et ça demande beaucoup d'énergie. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'être tous ensemble vers ce nouveaux enjeux et d'être dans l'éducation. Je pense que Marlene l'a dit, c'est un des enjeux clés. C'est pour ça qu'on vous propose de débattre ensemble ce soir. Peut-être vous dire que... Alors, un énorme merci à nos intervenants, à Dominique qui vient de Lausanne, à Marlene, à Amélie et à évidemment Alice qui a animé cette première conférence. Merci à vous pour votre présence. Vous avez vu que cette conférence, elle est filmée. Il y aura un petit film de synthèse, mais aussi la captation complète qui vont être postés sur le site Living Circular, qui est une plateforme communautaire sur l'économie circulaire. On a Charlotte ici qui va rédiger aussi un article de synthèse. Tous les contenus seront aussi disponibles sur le site de la Fondation Veolia. On vous donne rendez-vous le 21 mai prochain pour poursuivre nos dialogues, nos échanges sur ce sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Juste 30 secondes. Vous dire aussi que nos lauréats, Amélie a parlé de l'entraide, donc il y a un magnifique livre, il sera présent au Salon du Livre qui ouvre vendredi, porte de Versailles à Paris, et venez rencontrer Pablo Servigne, parce que je pense que monsieur qui a posé sa question doit forcément le connaître et être d'accord avec lui, et il débattra avec l'éditeur des Liens qui libèrent pour parler d'effondrement, mais d'entraide aussi, dire que c'est vraiment tous ensemble. On a un Guillaume Pitron qui est un des lauréats du prix du livre aussi environnement de la Fondation Veolia. Donc, je vous conseille ces lectures-là. Il y a une bibliothèque dans la recyclerie qui partage ces livres. Donc voilà, mobilisons-nous et à nouveau merci à tous pour vos engagements respectifs.